bonjour à tous. Hello. Bienvenue pour cet épisode un peu spécial. Putain, j'ai l'impression d'être un youtubeur. C'est incroyable. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial. C'est notre première, FAQ. On vous a demandé sur LinkedIn de nous poser des questions par rapport au podcast. On a synthétisé vos questions et maintenant on va essayer de vous répondre. Déjà, une première question. Comment avez-vous choisi la durée des podcasts? En effet, 2 voire 3 heures par épisode, n'est-ce pas trop long? Oui, c'est une remarque qu'on a souvent eue. Oui, c'est long. Même pour nous, c'est long, si j'ose dire. Mais c'était un choix, une volonté de notre part que ce soit long. Parce que on est les deux consommateurs de podcasts. Et je crois que quand Sven et moi-même, on écoute beaucoup de podcasts de longue version. Peut-être c'est un tort ou pas, mais c'était un choix. C'était un choix aussi par rapport à la profondeur des sujets. En fait, on s'est dit, si on veut pouvoir, avec un invité qu'on a, qui est un spécialiste d'un domaine, si on veut pouvoir poser des questions plus que juste en surface sur certains thèmes, en fait, il va nous falloir du temps. Donc, on a fait ce choix, effectivement, de faire des podcasts longs pour pouvoir prendre le temps de discuter aussi avec. Maintenant, depuis le début de l'année, on a essayé de découper les podcasts par thèmes. Donc, on a 3 thèmes en général dans un interview pour pouvoir vous proposer des formats un petit peu plus courts. Alors, au niveau du montage, on coupe très peu. Une première des choses, c'est parce qu'on ne voulait pas que vous ayez l'impression que ce qu'on coupe, c'était pour faire dire des choses aux invités qu'ils n'avaient pas dit. Non. On coupe juste les petits moments de flottement ou autre chose. Donc, du coup, on gagne peut-être 1 à 2 minutes. Mais c'est vrai qu'on essaie de garder le plus comment dire, naturel possible. Ouais. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles on est. Puis l'autre raison, c'est finalement, en fait, on n'a pas de lieu de tournage dédié, on n'a pas de studio. Donc c'est vrai qu'au niveau du temps de préparation, au niveau du temps d'installation, etc., ça nous prend à peu près 5 heures. On en reparlera après un peu dans notre processus de travail. Donc en fait, une fois qu'on est sur place, on aimerait aussi un peu profiter de ce temps avec l'invité. Ouais, exactement. Ouais, on peut passer directement à les questions d'organisation de production du podcast. Donc, je vais juste les lister très rapidement. Combien de temps dure un tournage? Comment êtes-vous organisé pour produire les épisodes? Quel est votre processus depuis l'idée jusqu'à la publication? Et combien de temps ça prend? Les questions qu'on prépare sont-elles envoyées en avance? Quels sont les critères pour choisir les participants? Quel matériel utilisez-vous? Les idées, les tournages, le montage vidéo, comment on arrive à gérer tout ça avec notre emploi du temps. La première étape qu'on fait, c'est de contacter la personne. Je dois trouver l'idée, le thème choisi qu'on aimerait, choisir un spécialiste ou une personne qu'on connaît ou une personne qui nous ont conseillé. Déjà, on lui demande s'il veut participer ou pas. Exactement. Ça, c'est la première étape. Ouais. S'il est d'accord de participer, ça c'est sûr. Ouais. Après, effectivement, on fait une visio ou on va dire des fois des rencontres en personne avec ces gens pour déjà choisir un peu qu'est-ce qu'on pourrait aborder lors de l'interview avec eux. Mm-hmm. Une fois qu'on a cadré un petit peu les grands thèmes de l'interview, de notre côté, on se documente sur ces thématiques, puis on prépare une liste de questions pour chacun des thèmes. Ouais, justement, la documentation pour chaque thématique, on n'est pas spécialiste dans tout. Hein. Donc, du coup, ça prend aussi du temps à se renseigner. On va pas forcément aller en profondeur, mais parce qu'on n'est pas spécialiste, mais juste déjà survoler le grand thème, choisir les questions. Puis ensuite, dès qu'on a fait la visio avec la personne, on choisit les thèmes, on définit les thèmes, et ensuite, il y a encore un autre travail qu'on fait chacun, c'est depuis ces thèmes, de faire les questions plus précises. Et puis une fois qu'on a ces questions, donc au début, en fait, on souhaitait vraiment avoir quelque chose de naturel et puis de spontané, donc on n'envoyait pas les questions à l'avance à nos invités. Mais c'est vrai que depuis cette année, on a trouvé quand même que c'était mieux, que ça permettait aussi à la personne d'arriver préparée, mais aussi de nous commenter nos questions, puis de nous dire, mais en fait, la question que vous avez posée, vous avez peut-être pas bien compris le thème, ou peut-être que c'est pas là-dedans que je suis spécialiste, donc je préférerais qu'on parle d'un autre sujet. Ça permet en fait pour nous d'avoir aussi des discussions qui sont beaucoup plus constructives, ou même des conversations beaucoup plus constructives lors de l'interview avec la personne. Donc en fait, ça a été bénéfique pour nous de transmettre ces questions à l'avance.
Après, il y a aussi des organisations où finalement les gens doivent soumettre les communications qu'ils font vers l'extérieur. Donc, c'est une volonté. S'ils veulent pouvoir participer au podcast, on a l'obligation de transmettre à l'avance les questions, puis même avant la publication de la vidéo et du podcast, de soumettre le résultat final. Oui, exact. Donc, si on continue, après, une fois qu'on a fait ces questions, donc on a la personne qui nous a validé ou fait ses commentaires. On organise une date de tournage, on vient sur place, on monte le studio temporaire. Ouais. Et là, on fait l'interview. Exactement. Bon, après, quand on a les durées, pour le montage du studio, ça nous prend 1h30. Après, la durée de l'interview peut varier, mais entre guillemets, si on fait une moyenne de 2 heures, 2h30, ouais, ça dépend. 2 et 3 heures, ouais, disons ça. Et ensuite, après l'interview, il y a le démontage du studio. Alors, un peu plus court, on arrive à gagner 1 heure. Enfin, on est à 1 heure de démontage. Et ensuite de ça, on a la post-prod. Alors déjà, il y a la partie dérochage et puis backup qu'on fait. Donc là, c'est effectivement sortir tout ce qu'on a capturé durant l'interview, que ce soit son, vidéo, etc., son de backup qu'on doit sortir des différents appareils. Puis ensuite, faire des backups parce qu'on n'aimerait pas perdre tout ça. Ouais. Puis après, il y a la partie effectivement post-production, montage, préparation des miniatures, des textes, de toutes les références aussi qui ont été, on va dire, présentées durant l'interview. Et puis ensuite, publication. Oui, exact. Et puis lecture des commentaires et réponses quand il y en a. Quand il y en a. Il faut quand même mettre des commentaires. Ensuite, niveau matériel, comme tu disais, on a des micros, on a 3 caméras, on a un roadcaster pour capturer le son comme il faut. Ensuite, on a des lumières. Ouais. Vous voyez pas, mais on a 2 gros spots sur nous, plus encore une autre spot. Après, on a aussi tout ce qui est, on va dire, micro de backup. Donc là, on a des enregistreurs sans fil avec des petits micro-cravates qu'on commence à mettre maintenant à nos invités au cas où il y aurait un dysfonctionnement, on va dire, sur le roadcaster. Mais c'est vrai que l'appareil principal qui capte le son, c'est une platine où on peut entrer à 4 micros, donc on peut tourner jusqu'à 4 personnes. Ouais, exact. Puis concernant aussi le temps, l'entre-emploi du temps chacun, est-ce qu'on le fait hors du travail? Oui, on le fait hors du travail. Donc c'est beaucoup de soirées pour produire, pour monter, puis les week-ends, certains week-ends. On fait justement tout ce montage et toute cette post-production. Ouais, salut, c'est Sven pendant le montage. En fait, si on veut répondre à la question dans son ensemble, de l'idée jusqu'à la sortie de l'interview, il faut compter entre 60 et 65 heures en moyenne. Maintenant, quelques questions un peu en vrac qu'on a reçues. Là, c'était une question sur comment l'évolution rapide du BIM qui est présentée à des conférences ou dans notre podcast, en fait, elle est en adéquation avec les pratiques du terrain. Effectivement, nous, ce qu'on présente souvent, c'est des choses qui sont un petit peu spéciales, qui sont pas, on va dire, encore déployées à 100% partout. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine différence entre ce que les gens voient sur les chantiers et ce qui peut être présenté. C'est une volonté du podcast d'aller chercher de l'innovation, de présenter qu'est-ce que demain, en fait, vous allez découvrir sur les chantiers. Il y a une autre question qui est l'interview de ChatGPT sur le BIM et la construction. Alors, attends. Ouais, pour ça, peut-être cette question, moi, je l'ai compris comme ça. Ouais. Est-ce qu'on pourrait demander à ChatGPT de répondre à des questions sur le BIM et sur la construction? Est-ce qu'on y a déjà pensé? Utiliser ChatGPT sur ça? Non, j'ai jamais pensé, moi. Mais après, ça pourrait être pour des sujets, justement, je sais pas, on pourrait organiser un peu comme un questionnaire pour un invité, puis faire, on va dire, une interview de ChatGPT. Sur le thème? Sur les thèmes de la construction. Et ça puis, peut être une idée, hein. Mais ce serait peut-être une vidéo très courte. Ouais, exactement. Mais ça permettrait de faire un format un peu différent. Ouais, exact. Ensuite, il y a faire des micro-trottoirs sur la construction. On l'a déjà fait. On peut vous donner peut-être le lien directement sur la conférence BIM, parce qu'on avait fait des micro-trottoirs pendant la conférence BIM de 2022. Et ça, je pense qu'on va aussi le refaire pour les prochaines conférences qu'on a l'occasion de faire. Ensuite, l'interview d'un apprenti, est-ce envisagé? Pas pour le moment, mais des gens en formation, oui. Oui, on a ça en vue. Ouais, c'est vrai que on a toujours aussi envie un peu de mettre en avant des choses qui sont intéressantes, puis aussi ce qui est fait dans le milieu académique.
Donc, si on a des gens qui voudraient venir nous parler de leurs travaux de diplôme, par exemple, Oui. ou même peut-être une école qui se dirait ce serait intéressant de mettre en avant ce que nos étudiants ont fait. Donc, venez à, je sais pas, la remise des diplômes pour un peu questionner nos étudiants. On serait ouvert pour ce genre de pratique. Ouais, totalement. On n'est pas fermé surtout, mais un apprenti, dans tout ce qui est formation, apprentissage, on est aussi partant pour faire un interview, quoi. Mais ce serait peut-être intéressant. Alors là, il faudrait trouver aussi l'approche, mais de dire peut-être qu'est-ce qui est devenu un apprentissage, on va dire, dans la construction. En quoi le numérique et le BIM peut-être a changé, on va dire, l'apprentissage. Donc ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui est enseigné dans les écoles, qu'est-ce qui est, on va dire, enseigné par les bureaux, par un formateur, et puis comment ça s'est vécu par un apprenti. Exactement, ouais. Et aussi peut-être dans les décisions de pourquoi les apprentis s'intéressent ou s'intéressent moins maintenant à nos professions. Oui. Maintenant qu'on apporte un petit peu plus de numérique dans la branche. Ouais, exact. Une prochaine question un petit peu où on a regroupé aussi. Là, c'est des gens qui nous ont demandé en fait si on allait faire des thèmes un petit peu plus concrets. C'est vrai qu'on a eu pas mal de thématiques où on a discuté de concepts, d'organisation, de management. Et finalement, maintenant, on nous demande, est-il possible de présenter un projet concret réalisé en BIM, donc vraiment quelque chose de terrain, et par exemple inviter des ingénieurs, dessinateurs qui présenteraient leur projet pour discuter des avantages et inconvénients, que ce soit pour la mise en œuvre ou pour la communication lors de leurs travaux. Puis l'autre question... Envisagez-vous parfois de faire une vidéo qui traite d'un sujet plus simple ou terre à terre, d'une personne qui se trouve dans la production de plans, par exemple, qui est quotidiennement confrontée au monde réel ou qui doit produire quelque chose de concret. Oui, on a des idées d'épisodes justement des personnes qui font que de la prod de modélisation, ils font que du dessin, par exemple, et voir un peu, leur poser la question, leur processus de travail, comment ils font pour produire tout ça, quels sont entre guillemets, les problèmes qu'ils rencontrent, les problèmes de communication avec les autres. Voilà. C'est aussi une idée qu'on avait eue pour un épisode. Et puis pour ça, il y aurait peut-être deux approches différentes. Il y aurait une approche plus, on va dire, mise en place au sein d'un bureau. Donc, on pourrait prendre, par exemple, une équipe de travail au sein d'un cabinet d'architecte, d'un bureau d'études ou comme ça, qui travaillait avec des anciennes méthodes et puis qui maintenant est passé à des méthodes, on va dire, un petit peu plus collaboratives ou BIM. Ouais. Et puis, voir qu'est-ce que ça a impacté dans leur façon de travailler au sein de l'équipe, mais aussi avec des externes. Et puis, l'autre sujet, ce serait effectivement de faire une espèce de mini-reportage sur un projet qui a été fait en BIM, et puis d'aller dans ce projet, puis dire, OK, pour le maître d'ouvrage, qu'est-ce que ça a changé? Pour l'équipe de mandataire, qu'est-ce que ça a changé? Pour l'équipe de l'entreprise, qu'est-ce que ça a changé? Et puis, finalement, voir quelles sont les bonnes pratiques et les choses à éviter qui en découlent. Oui, c'est une bonne idée, en tout cas. C'est ce qu'on a pris. Là, c'est une autre question qu'on a eue. Quels sont les moments les plus marquants que vous avez tirés de vos nombreuses conversations? Comment ces échanges vous ont-ils enrichi et qu'avez-vous appris? Alors, les moments les plus marquants que vous avez tirés de nos conversations, assez difficile à dire. C'est vrai qu'on a eu plein de moments vraiment sympas et marquants. Mais le plus marquant, personnellement, c'est, je crois que nos gaffes. Des oublis de formatage de caméra, des petits bugs qu'on a eu. C'est des moments qui nous marquent dans nos épisodes. C'est vrai que si on prend un peu plus dans le détail, parce qu'on peut aussi en parler des boulettes, il y a eu au premier épisode où on a tourné en fait sur une des caméras un mauvais format d'image. Et puis on s'est retrouvé sans son avec une image qui était toute dégradée sur nous. Je pense que vous l'avez vu. Et puis dans l'épisode qu'on a tourné avec Johan et puis Joël, là aussi en fait on n'avait pas formaté le disque qui contenait, on va dire, les données de leur caméra. Puis du coup il y a une partie de l'interview où il y a que l'audio.
Donc, avec les magies du montage, on a pu vous faire un petit peu des travelling sur des photos et puis des petits effets, mais il manque une grosse partie de la vidéo. Ouais. C'était des moments assez marquants, c'est vrai. On apprend après avec ça c'est clair. Alors, c'est comme ça qu'on apprend le plus, c'est clair. Hein. Et comment ces échanges ont enrichi c'est une autre question un peu difficile à répondre parce que toi et moi aussi, on est un peu... je pense qu'on est personnes qui s'informent, qui fait des veilles technologiques, mais ce qu'on a appris surtout, ce sont des thèmes, ce sont des interviews où on n'avait pas peu de connaissances. Et du coup, le fait qu'on a peu de connaissances, du coup, on a dû, comme on a dit au tout début, fouiller le thème, chercher le savoir avant de faire l'interview. C'est vrai que là, moi, de ce côté-là, ce qui m'enrichit le plus, c'est effectivement cette discipline que ça impose, finalement, de dire on va rencontrer une personne qui est spécialiste d'un domaine, on aimerait lui poser des questions intéressantes. Et du coup, en fait, on doit se documenter, s'informer sur la thématique. C'est des thématiques qu'on n'aborde pas forcément tous les jours dans notre travail. Donc, ça ouvre vraiment un petit peu notre vision sur le domaine de la construction et du numérique. On a eu aussi des développeurs qui nous ont parlé d'outils hyper intéressants. Donc, c'était l'occasion, en fait, pour une première fois, de prendre en main ces outils, d'arriver avec une petite expérience, bien moindre qu'eux, forcément, mais au moins, en fait, de pouvoir discuter avec eux. Ouais. Du coup, l'autre question qu'on a reçue, c'est comment convaincre un architecte à passer sur Revit? Ça faciliterait la vie du bureau d'ingénieur en génie civil. En fait, je sais pas si c'est une bonne démarche. Pour moi, s'il travaille encore de façon traditionnelle, peut-être qu'effectivement, il y a des choses à lui montrer sur quels seraient les avantages de passer, dans un premier temps, peut-être déjà à de la 3D, mais aussi à des méthodes de travail plus collaboratives. Quels seraient les avantages pour lui, quels sont les avantages pour le client et pour les gens avec qui il travaille. Et puis là, peut-être que Revit, c'est la bonne solution, mais peut-être qu'un autre outil, en fait, est aussi la bonne solution. Oui. Et puis, s'il est déjà sur un autre outil, la question, ce serait plutôt comment toi, qui nous a posé la question, tu peux faire en sorte de mieux travailler avec lui, puis mieux échanger tes données grâce à des formats d'échange ouverts. C'est peut-être plutôt là-dessus qu'il faudrait que tu te concentres, parce que finalement, si tu dois faire changer tous les gens avec qui tu travailles pour qu'ils travaillent avec le même outil que toi, ça va te poser souvent des problèmes. Du coup, on a regroupé plusieurs questions qui parlent de la vision du podcast, son financement, le sponsoring. Quelle est votre vision de conversation constructive dans 2, 5 à 10 ans? Sinon, on avait aussi quelle est la vision de conversation constructive, tout simplement. Oui. Quel est votre positionnement par rapport au sponsoring de la part d'entreprises pour le podcast? En tant que directeur d'entreprise, comment est-ce que je pourrais vous soutenir et qu'avez-vous besoin pour grandir? Et ensuite, on a aussi une question, comment est financé le podcast? Et la dernière... avez-vous des sponsors ou partenaires? Est-ce que le podcast appartient à des entreprises? Si oui, est-ce qu'ils ont un droit de regard sur ce qu'on dit et sur les invités et sur les sujets? Pour répondre justement à cette vision du podcast, c'était assez simple. C'était juste de mettre en lumière des actions, des personnes de leur coin qui font aussi beaucoup de veille et du coup, qu'on essaie de partager justement leurs connaissances via cette format qui est le podcast. C'était assez simple, c'était juste de partager des informations. L'objectif pour nous, c'est de participer, on va dire, à la numérisation de la construction, puis finalement à ce que les bonnes expériences qui sont faites et qui sont faites peut-être un petit peu dans l'ombre, certaines fois en Suisse romande, soit remontées, soit partagées, et puis que nos auditeurs, en fait, à chaque épisode, apprennent des choses. Ça, c'est l'objectif. Ouais, exact. Alors, concernant le financement, le sponsoring et le soutien. Alors, le podcast est complètement indépendant. On le fait à notre propre nom. Ensuite, aucune entreprise n'a le droit de regard sur les thèmes ou sur les sujets qu'on aborde parce que ça vient de nous. Concernant le sponsoring, on est toujours très content que des entreprises nous soutiennent.
parce qu'ils aiment le projet? Est-ce qu'ils aiment ce format? Ouais, mais c'est vrai que voilà, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on fait ce projet, on propose quelque chose qui plaît à certaines personnes, moins à d'autres. Mais par contre, ben voilà, si quelqu'un veut soutenir, il soutient le projet dans l'état. Et finalement, c'est une volonté, on va dire, de sa part, de dire ça apporte quelque chose à l'industrie, et puis j'ai envie qu'il continue. C'est comme ça qu'on voit ce format de sponsoring. Ouais. Au niveau de la demande, qu'est-ce que quelqu'un pourrait nous apporter, par exemple au niveau je sais pas, du matériel, financement, etc. Le meilleur soutien qu'on a actuellement, c'est les gens qui partagent le podcast, oui. et les retours que vous pouvez nous faire pour faire améliorer, on va dire, le sujet et la production, et puis comme vous l'avez fait dans les questionnaires. Mais aussi, voilà, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de ce montage, démontage. Si vous avez un bureau fermé où on pourrait installer un studio, on est preneur. Ouais, ça nous facilite la vie. Hein. Mais c'est vrai que là, maintenant, on a plus, on va dire, de difficultés à déjà bien gérer tout notre matériel, ouais. qui est, enfin voilà, où nous, on doit apprendre à vraiment bien l'utiliser, que vraiment des besoins en matériel complémentaires pour le moment. Ouais, exact. Puis concernant un peu, alors peut-être le statut pour répondre, il y a aussi une question par rapport pas une question, une proposition. Ça serait intéressant de créer une association ou un petit club, conversation constructive. Les ingénieurs et les dessinateurs se rencontreraient pour discuter du BIM ou de leur projet, pour échanger 1 à 2 fois par mois. Ouais, peut-être pour ça, mais en fait, ça tombe un peu dans la partie vision du podcast. Ouais. Nous, notre volonté, c'est vraiment de partager ce qui se fait de bien. Et actuellement, on fait un podcast, mais c'est pas exclu effectivement qu'à terme, il y ait des événements, qu'il y ait effectivement peut-être des rencontres qui soient organisées. On a eu, je pense, beaucoup de plaisir cet été à faire une rencontre avec les invités du podcast, mais en fait, peut-être qu'à terme, il y aura aussi quelque chose avec les auditeurs. Exactement, qu'on pourrait forcément élargir. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Mais voilà, pour le moment, il n'y a rien dans les tuyaux vraiment, mais disons que c'est quelque chose dont on a déjà des fois un petit peu parlé. Puis peut-être que ça viendra. Oui, exact. Du coup, on a reçu aussi une question. Quelle était votre interview préférée? C'est aussi compliqué, ça aussi, de définir un interview préféré. Parce que il y a toujours eu des très bons intervenants, des très bons orateurs. Alors moi, ce que j'ai plus aimé, je crois que c'est la conférence BIM. C'est pas un épisode, mais c'est vraiment le fait de participer à cette conférence. On s'est mis un peu en avant et les gens sont venus vers nous discuter. Qu'est-ce que c'est, vous faites quoi? Ça, c'était vraiment un super moment, en tout cas pour moi. Ouais, puis c'était aussi l'occasion finalement de valider, on va dire, le concept, voir s'il y avait de l'intérêt ou pas. C'est vrai que c'est la première fois, on avait sorti qu'un épisode l'année passée. C'était vraiment l'occasion de rencontrer les gens puis de leur dire est-ce que vous seriez intéressés ou pas par ce format-là. On a eu pas mal de retours qui nous a motivés, on va dire, à continuer dès le début. Et puis moi, de mon côté, au niveau des sujets qui m'ont le plus, enfin les interviews qui m'ont le plus intéressé ou que j'ai préféré, je pense que tous ceux qu'on a fait, c'était des sujets qui me passionnaient. Par contre, peut-être les 3, dont un qui n'est pas encore sorti, qui sont un peu plus mes sujets de cœur, il y a eu avec Thomas Eschler, on a pu, on va dire, discuter vraiment de l'open source, de la programmation, etc. Où là, voilà, j'ai appris plein de choses. En plus, pour préparer l'épisode, c'était l'occasion pour moi de progresser dans ce domaine. Avec Cyril aussi, où là, j'étais très content d'avoir mon expert du CAS qui a voulu nous donner un peu de son temps pour venir parler aussi d'un sujet qui m'importe beaucoup, de tout ce qui est OpenBIM et open source. Enfin, logiciel libre, je devrais dire plutôt. Je vais te faire comprendre.
Et maintenant, on a aussi tourné un épisode avec un développeur qui travaille chez un éditeur de logiciels. L'épisode, je ne sais pas s'il sera déjà sorti quand on sortira ça. Mais vous allez voir. Mais du coup, voilà, c'est vrai que ces sujets, c'est ceux qui sont un peu le plus proches de mes intérêts, passion en dehors du boulot. Donc voilà, ça c'était vraiment des épisodes coup de cœur pour moi. Après, tous les autres m'ont de toute façon aussi plu. Oui, forcément, c'est ces thèmes qu'on avait choisis. Puis les intervenants sont toujours très, très, très sympas. Et puis, wishlist maintenant, dernière question. Donc, quels seraient les interlocuteurs, entreprises qu'on aimerait interviewer? Entreprise. Je sais pas, c'est une bonne question. OpenAI. T'aimerais bien y discuter avec OpenAI, toi? Ouais, pourquoi pas. Alors, on pourrait. Et toi? Entreprise, je sais pas vraiment. Plutôt un sujet que j'aimerais bien aborder, c'est tout ce qui est stratégie de l'innovation en entreprise. Et puis, justement, de plus en plus, implémentation des technologies, pourquoi il y a de la résistance au changement. Et puis pourquoi ça crée du stress. Donc peut-être aussi plutôt un profil psychologue du travail ou spécialiste en innovation. Ouais, c'est pas l'entreprise, mais plutôt des grands thèmes. Plutôt des thèmes, Puis l'interlocuteur, ça aussi c'est compliqué. Mais si je dois faire une wishlist, vraiment, pour moi c'est Jean Covici, si tu veux autant. Jean-Marc Jancovici, concernant aussi la problématique du développement durable. Bon, il est spécial, c'est un spécial ingénieur français très connu dans le développement durable et décarboner l'économie. Mais ce serait plutôt, je pense que pour moi, ce serait, personnellement, je le trouve très intéressant et ça me ferait vraiment plaisir de l'interviewer. Du coup, voilà, c'était tout pour nous pour aujourd'hui. C'est notre première FAQ pour ces 1 an d'existence de Conversations Constructives. Oui. Et puis, j'espère que les prochains épisodes vous plairont, que ce petit épisode un petit peu spécial vous a plu aussi. Et puis, qu'on aura l'occasion de se croiser à l'avenir. On vous remercie de votre attention, puis j'espère à tout bientôt. À bientôt. À bientôt.